revenir sur l'horrible accusation dont a été victime Bernard. C'est un autre dossier qu'on va ouvrir dans cette émission. Bernard, c'est un père de famille de 52 ans. En 2009, après une rupture douloureuse, il fait la rencontre de Shaima sur un site. Mais pour lui, il ne s'agit que d'une relation charnelle qui n'a rien de très sérieux. Pourtant, quelques mois plus tard, en décembre 2012, Shaima lui apprend qu'elle est enceinte et, comble de la surprise, il est trop tard pour avorter. Le ciel tombe sur la tête de Bernard, qui n'avait absolument pas l'intention de créer une famille avec cette femme, mais il va finalement se décider à assumer ses responsabilités et rester. Shaima emménage donc chez lui, mais la cohabitation ne se passe pas bien. La jeune femme passe le plus clair de son temps sur les réseaux sociaux et ne s'occupe pas de leur fille, et les disputes sont de plus en plus courantes. Shaima devient parano et se met à frapper Bernard lorsqu'elle est en colère. Pour le père de famille, cette situation n'est pas vivable. Il demande à sa compagne de se faire soigner car il voit bien que son comportement n'est pas normal. Mais en octobre 2014, alors que Bernard rentre chez lui, il découvre avec stupeur que Shaima est partie avec les enfants. Au début, elle ne répond pas à ses appels, puis elle va finir par lui dire qu'elle a porté plainte contre lui pour attouchement sur leur fille de 3 ans. Pour Bernard, c'est l'incompréhension. Il ne sait pas pourquoi elle avance de telles choses. Il va alors tomber dans une profonde dépression avant de prendre son courage à deux mains pour prouver son innocence. Avant de recevoir Bernard en direct sur ce plateau, retour sur cette accusation qui a fait basculer à jamais la vie d'un père de famille. Nous sommes à Chelles, en Île-de-France. C'est ici que vit Bernard, un homme de 52 ans. En 2009, il est déjà père de 2 grands garçons, lorsqu'il fait la connaissance de Shaima sur un site de rencontre. Le courant passe bien entre eux, mais Bernard est toujours hanté par sa précédente union. Il ne voit en elle qu'une relation passagère. Pourtant, en décembre 2010, Shaima annonce à Bernard qu'elle est enceinte. Et comble de la surprise, il est déjà trop tard pour avorter. Pour lui, c'est un choc. Il ne voulait plus d'enfants et surtout, pas avec elle. Mais il accepte malgré tout de prendre ses responsabilités. Shaima vient donc emménager chez lui, mais la cohabitation se passe mal. Bernard se sent prisonnier d'une vie qu'il n'a pas voulu. Et en mars 2011, leur petite fille Inès voit le jour. Mais cet enfant va encore plus les éloigner. Après sa naissance, Shaima aurait commencé à montrer un nouveau visage que Bernard ne connaissait pas. Elle exige qu'il arrête le sport et se convertisse à l'islam. Et la jeune femme piquerait régulièrement de violentes colères. À la maison, Bernard serait obligé de tout gérer. En rentrant du travail, il s'occupe seul de leur bébé et ferait le ménage, tandis que Shaima passerait ses nuits sur les réseaux sociaux et dormirait la journée. En septembre 2012, la jeune femme annonce une nouvelle fois à Bernard qu'elle est enceinte. Et comme la première fois, il est trop tard pour avorter. Au mois de décembre, Shaima donne naissance à un garçon qui s'appellera Adam. Mais le comportement de la jeune maman est de plus en plus invivable pour Bernard. Elle commence à fouiller dans son téléphone, ne veut plus qu'il voie ses amis et développe des troubles paranoïaques. Un soir, alors que le père de famille va récupérer sa fille chez la nourrice, Shaima remarque des traces rouges sur les fesses de la petite. Immédiatement, elle saute sur Bernard et l'accuse d'avoir touché leur fille. Le père de famille décide, pour prouver son innocence, d'emmener la petite fille chez le médecin. Et le pédiatre confirme qu'il s'agit d'une infection banale. Mais Shaima n'y croit pas. Quand Bernard donne le bain à Inès ou la couche, elle continue à l'accuser de commettre des attouchements sur sa fille et le traite de pervers. Pour Bernard, c'en est trop. Il conseille à sa compagne de se faire soigner. En octobre 2014, alors qu'il rentre chez lui, toutes les affaires de Shaima et des enfants ont disparu. Le père de famille tente par tous les moyens d'appeler sa compagne. En vain. L'homme prend son mal en patience. Mais le 24 novembre 2014, il décide de se rendre au domicile des parents de Shaima, car il a un mauvais pressentiment.
En arrivant, sa mère dit à Bernard qu'elle a pris un appartement en centre-ville avec les enfants. Choqué, Bernard ne comprend pas ce qui se passe. Il rappelle Shaima jusqu'à ce qu'elle décroche. Et après plusieurs heures au téléphone, elle finit par lui dire « Tu as violé ma fille ». Pour Bernard, c'est le coup de grâce. Il plonge alors dans une profonde dépression et passe 3 semaines dans un hôpital psychiatrique. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Bonjour Maître Baptiste Lampin. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes l'avocat de Bernard. On va commencer à parler de votre relation de couple au départ et de cette femme que vous rencontrez qui au départ fait plutôt bonne impression, même si vous n'avez pas forcément envie de construire quelque chose avec elle, mais se présente comme journaliste, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Elle se présente comme journaliste reporter d'images, donc avec voilà, une interaction intellectuelle assez forte. Plutôt un télo, ouvert d'esprit. Voilà, tout à fait. Et bon, ça se passe plutôt bien au départ, et puis voilà, de relation en relation, on se voit de plus en plus régulièrement. Et jusqu'au jour où j'apprends qu'elle tombe enceinte, alors que moi, je sortais déjà d'une séparation, donc j'avais déjà 2 enfants, et il était clair que je ne voulais plus d'enfants, même avec une nouvelle compagne. Malgré tout, vous avez décidé d'assumer? Oui, tout à fait. Oui. Mais comment vous le prenez quand elle vous l'annonce? Mais c'est un choc. C'est un choc déjà, parce qu'elle annonce sa grossesse très tardivement, donc en fait, il n'y avait plus du tout moyen d'avorter, et le fait de parler d'avortement était pour elle quelque chose d'impossible. Donc voilà, elle n'a pas du tout voulu entendre ce discours-là. Et donc on a décidé d'un commun accord, oui, de garder l'enfant. Et voilà, il fallait donc assumer, oui, le fait d'être un nouveau papa, oui. Et cet enfant, finalement, au lieu de vous rapprocher, ça vous a éloigné? Oui, ça nous a éloignés parce que du coup, il y avait une tension, il y avait cette complicité qui pouvait être naissante, qui ne se faisait plus. Et là, moi, je me sentais vraiment trahi, parce que voilà, c'était vraiment un enfant qui arrivait sans avoir été concerté. Comment ça se passe à la maison? À la maison, quand elle emménage, donc elle emménage, l'enfant, elle est à quelques mois du terme. Ça se fait un peu dans la précipitation, donc on aménage l'appartement que j'avais acheté en mon nom. Et à la maison... Voilà, donc elle était enceinte, elle était fatiguée, donc c'était très compliqué pour elle de se mouvoir. Même la naissance de l'enfant était très très compliquée. Donc elle ne bougeait pas, j'assumais une grosse partie des charges d'ailleurs. Voilà, ça peut se comprendre, la grossesse est compliquée. Voilà, une grossesse compliquée, ça se comprend. Ouais. Mais voilà, après la naissance, ça a été le phénomène s'est accentué. Elle était de moins en moins disponible pour le couple. Alors visiblement, elle passe ses nuits plutôt en fait sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Sur Internet. Voilà, donc en fait, elle vit la nuit. Donc moi, je travaille la journée, donc elle vit la nuit et la journée, elle dort. Donc par exemple, le matin, lorsque je devais prendre ma fille et l'emmener chez la nourrice, voilà, je me levais, je préparais la petite, je l'emmenais pendant qu'elle restait au domicile et dormait parce qu'elle avait passé sa nuit sur les réseaux sociaux. Et elle faisait quoi sur les réseaux sociaux? Elle discutait avec des gens de tout, de rien, sur de ce qui se passait dans la société actuellement. Vous n'êtes pas un peu jaloux? Vous dites pas qu'elle drague peut-être? Non, même pas, parce que la jalousie, je l'ai évacuée voilà, un peu par rapport à mon attitude personnelle. Mais non, j'ai pas du tout de jalousie. Je suis voilà, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais vous en parlez pas avec elle? Vous lui dites pas que une vie comme ça, totalement en décalage, c'est compliqué? Ah bah si, je lui en parle, mais elle n'entend pas. Elle dit qu'elle a toujours vécu de cette façon-là et que de toute façon, elle ne changera rien. Même si l'enfant est là, elle continuera dans son comportement. Ouais. Il y a des disputes quand même dans votre quotidien? Constamment. C'est des disputes pour des différences d'idées, des différences de regard sur la socioculturelle. Voilà, ce sont des disputes constantes et de plus en plus violentes. Elle vous frappe? Alors, oui, j'ai été balafré. Oui, lors d'une dispute, effectivement, j'ai été balafré. Bon, c'était une dispute qui était vraiment très violente. Mais voilà, il y a des gestes, il y a des propos qui sont horribles. Voilà, il y a des crachats, Elle vous crache dessus? Oui. Il y a vraiment de la violence physique et psychologique. Mais vous, à un moment donné, vous dites pas, je vais partir?
Alors, j'ai essayé... Alors, comme j'étais propriétaire de mon appartement, j'ai essayé... Elle était chez vous? Elle était chez moi. Ouais. Donc du coup, c'était compliqué de partir. Il fallait que je trouve une procédure pour pouvoir la faire partir. Et voilà, j'ai patienté jusqu'au jour où voilà, il y a eu la naissance de son petit frère et puis après, ça a été de mal en pis. Alors, il y a eu la naissance d'un deuxième enfant. Oui. Voulu? Non plus. Non plus. Elle avait soi-disant... Alors, Donc, déjà, excusez-moi, mais ça veut dire aussi que vous continuez à avoir des relations sexuelles. tout à fait. Tout à fait. On continue à avoir des relations Donc, il y a sexuelles. quand même une intimité. Il y a une intimité qui est de plus en plus, on va dire, éloignée. Ouais. Hein, ça se fait, voilà. Mais cette intimité, elle est pas constante. Et là, Mais il y a un désir réciproque quand même. Oui, enfin, c'est difficile à dire qu'il y avait oui, il y a un désir réciproque, oui, forcément. Je vous dis ça parce que quand vous décrivez le quotidien, on se dit ils vivent chacun de leur côté, il n'y a plus grand-chose entre eux. Oui. Et puis tout à coup vous nous dites qu'il y a un deuxième enfant qui naît, donc ça veut dire qu'il se passe des choses. Il se passe des choses. Bah, on essaie toujours de rattraper un peu la situation. On se rattrape un peu sur l'oreiller, on va dire. Mais on essaie de rattraper un peu la situation parce que il y a l'enfant, parce que moi je me vois mal me séparer de nouveau de la mère des enfants puisque j'avais déjà vécu ça. Voilà. Et dans cette condition-là, il y a un deuxième enfant qui arrive. Et en fait, il se reproduit exactement la même chose que pour le premier, c'est-à-dire qu'elle vous dit qu'elle est enceinte Tout à fait. quand il est trop tard pour avorter. C'est ça. Exactement. Et cette deuxième fois, vous le prenez comment? Ah bah là c'est le coup de grâce. Je me dis là on va pas pouvoir s'en sortir. Déjà qu'on était dans un petit 2 pièces, on est obligé. Donc moi je suis obligé de revendre mon appartement, de racheter un appartement plus grand qui est juste à côté. Mais pareil, l'emplacement ne lui convient pas. Elle veut changer alors qu'elle apporte rien au niveau au pécunier. Voilà. Elle travaille pas du tout. Elle travaille pas du tout. Elle ne travaille pas du tout. Donc je suis obligé de subvenir à l'ensemble des besoins du couple et familial. Mais vous imaginez que ça peut durer longtemps? Non, non. Mais en fait, je me résigne en fait quelque part. Je me dis avec toutes ces disputes qu'il y a actuellement, il faut trouver une balance pour le bien des enfants et mon bien-être personnel. Et je me voyais pas me séparer et faire subir aux enfants ce que mes 2 grands avaient déjà subi avec cette séparation. Donc c'était vraiment pour les enfants que je restais. À quel moment elle va commencer à faire des allusions sur le fait que vous touchez votre fille? Alors ça se passe. Ma fille doit avoir à peine 2 ans et je rentre un soir, comme il est dit dans le reportage. Elle était gênée avec les couches qu'on lui mettait, avec l'humidité. Elle avait souvent les fesses rouges, donc on passait beaucoup de temps à essayer de guérir cet érythème. Et à chaque fois que moi j'amenais la petite chez la nourrice, elle revenait le soir. Certainement que la nourrice avait beaucoup d'enfants, donc elle n'avait pas le temps de s'occuper à 100% de ma fille. Et elle revenait avec les fesses rouges et c'est à ce moment-là où elle a... D'irritation. D'irritation, en fait, voilà. simplement. Et c'est à ce moment-là où elle a commencé à supposer que j'avais touché à ma fille. La première fois qu'elle vous dit ça, oui. Qu'est-ce que vous dites? Vous vous mettez en colère? Vous dites tu es en train de devenir folle? Enfin. Exactement. Je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu délires complètement. D'autant que quelques jours avant, il y avait eu un reportage qui était passé sur une chaîne TV française qui montrait justement des pères séparés qui avaient été accusés d'actes de pédophilie. Et comme par hasard, enfin je ne sais pas si s'il y a un effet cause à effet, mais comme par hasard, je me retrouve avec ces arguments-là quelques jours après. Et ce qui veut dire qu'ensuite, chaque fois que vous allez être seul avec votre fille, quand vous allez être dans la salle de bain, comme un papa peut l'être oui. avec sa fille, elle va vous dire « tu es un pervers, tu es en train de lui faire du mal ». Alors, elle rentre. Alors, moi, je me souviens d'une scène où j'avais fait prendre la douche à ma fille. Je la prends dans la chambre pour lui faire le soin des ongles et elle rentre en furie dans la chambre en disant « qu'est-ce que tu fais pervers à ma fille? Tu lui fais des choses ignobles ». Et là, bon, on est parti dans une dispute incroyable. C'était surréaliste. Je me demande même pourquoi aujourd'hui elle est restée, si elle était aussi, elle est restée encore un laps de temps, si elle était aussi sûre de son fait. Elle va finir par partir. Elle va finir par partir, oui. Et elle dépose plainte. Alors effectivement, elle dépose plainte le jour de son départ. Elle dépose plainte pour acte de pédophilie sur ma fille le jour de son départ. Ouais. Vous la prenez comment?
Alors je l'apprends quelques jours plus tard, puisque au départ, elle partait pour faire des soins médicaux. Donc elle devait partir sur une autre ville. Et n'ayant pas de nouvelles, moi je continue ma vie, puisque je m'étais dit, c'est une période où ça va nous permettre de souffler un peu chacun de notre côté, peut-être de se retrouver un peu plus tard, dans des meilleures conditions. Donc je laisse un peu les choses décanter et se faire. Et puis je passe quelques appels et je téléphonique et je me rends compte que je n'ai pas de réponse. Je tombe sur la boîte de messagerie, j'ai pas de retour, j'appelle ses parents, on me répond pas. Et je décide de me rendre au domicile des parents pour avoir des nouvelles, puisque ça faisait presque 15 jours, je n'avais pas de nouvelles proprement dit. À partir de là, vous allez rentrer dans un cycle infernal, parce qu'on va vous enlever votre fille. C'est ça. Et il y a une procédure judiciaire, et là je me retourne vers Maître Baptiste Lampin, qui est votre avocat. On va lui retirer sa fille. Oui, c'est-à-dire que les choses vont assez vite. Même si vous l'avez compris, le départ de la maman est très très prémédité. Celle-ci dépose dans un premier temps une plainte simple. Les services de police font leur travail, mais je rejoins ce que disait ma consoeur tout à l'heure, avec une lenteur judiciaire qui est malheureusement à déplorer dans ce dossier, mais comme dans tous les dossiers. Mais ils font un travail remarquable, et il s'avère qu'au bout de plusieurs mois, l'enquête de police et les services du parquet concluent à un classement sans suite de la plainte. Donc on imagine qu'on rend sa fille à Bernard. Non, c'est-à-dire qu'on lui rend pas sa fille parce que la maman est partie avec les enfants. Et en parallèle à la procédure pénale, il y a une procédure civile qui est devant le juge aux affaires familiales, qui est destinée à fixer le cadre des relations de Bernard avec ses enfants. Le juge pénal s'occupe des faits qui lui sont reprochés, le juge civil s'occupe du cadre des enfants chez le père. Donc évidemment, il peut toujours pas voir ses enfants à ce moment-là. Alors le problème, c'est que le principe de précaution joue à plein dans ces dossiers, c'est que le juge civil est suspendu aux lèvres du juge pénal, et il y a très peu de juges civils qui vont prendre le risque de confier des droits normaux à un père accusé d'une telle ignominie. Le parapluie s'ouvre, évidemment, et petit à petit, les droits lui sont donnés, mais d'abord dans un centre médiatisé, qui est une espèce de parloir, comme en prison, où on peut voir ses enfants surveillés. Il ne pouvait même pas toucher ses enfants, les prendre sur ses genoux au début, donc avec 2-3 intervenants. Et puis, petit à petit, les choses ont évolué. Mais la plainte simple, donc, est classée sans suite. On peut se dire que ça s'arrête là. On peut se dire que ça s'arrête là, mais comme tout plaignant, la maman a le droit de faire une chose, c'est qu'elle a redéposé une autre plainte, qu'on appelle plainte avec constitution de partie civile, qui aboutit quasiment automatiquement à la désignation d'un juge d'instruction. Donc c'est très bien parce que de nouvelles investigations ont lieu, mais ça alourdit terriblement le traitement judiciaire de ces procédures. C'est ce qui s'est passé. Et comble de malchance dans ce dossier, le juge d'instruction chez qui le dossier de Bernard est arrivé est parti, a quitté ses fonctions, et l'ensemble de ces dossiers ont été répartis parmi les autres magistrats instructeurs. Et au bout de plusieurs courriers effectués dans ce dossier, le juge d'instruction qui a récupéré le dossier nous a écrit, c'est au dossier, en s'excusant, en disant, écoutez, voilà, on a récupéré tous les dossiers de notre prédécesseur, mais on est débordé comme toutes les juridictions en France. On s'occupe en priorité des dossiers des personnes détenues, parce qu'il y a des délais très rigoureux pour les personnes détenues. Et votre dossier, entre guillemets, non pas qu'il soit passé à la trappe, mais on l'a mis un petit peu de côté. Et si bien que la première audition qui a pu avoir lieu devant le juge d'instruction dans le dossier de Bernard, c'est été 2019. D'accord. C'est-à-dire combien de temps après le début de l'affaire ? Écoutez, la maman a quitté en 2014. Il y a une plainte simple déposée dans la foulée qui a été classée. Et le premier entretien, effectivement, chez le juge d'instruction, c'est l'été 2019. Et on nous a dit, mais là aussi, rien de très classique. Le magistrat instructeur, qui lui aussi fait très correctement son travail, nous a dit que la durée en prévisionnel de son instruction, c'était 18 mois. Donc normalement, à la fin 2020, on devrait voir... Oui, c'est incroyable. Non, ça ne l'est pas. C'est épouvantable pour le juge. C'est toujours ma réflexion quand c'est des durées comme ça. Enfin, exactement. Ça paraît incroyable. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, votre fille, vous ne la voyez toujours pas ? Si. Parce qu'en parallèle, il faut saluer quand même la dernière décision civile, qui est une décision de la Cour d'appel de Paris, qui a très bien compris les choses et qui a énormément élargi les droits de Bernard sur ses enfants, pour effectivement s'exprimer assez rapidement sur la question. Il voit les enfants un week-end sur 2, parce que les magistrats à la Cour d'appel ont estimé que ce qui devait primer, c'était l'intérêt de l'enfant, et l'intérêt de l'enfant, en l'espèce, c'est de voir à la fois sa mère, mais aussi son père. Les magistrats ont relevé qu'il n'y avait aucun élément de traumatisme chez la petite, que bien au contraire, on pouvait déceler chez elle ce qu'on appelle une notion de suggestibilité, c'est-à-dire qu'elle avait tendance à être perméable et à subir l'influence exactement de ce qu'on pouvait lui seriner. Ouais. Et les magistrats notent qu'effectivement, elle récite de façon mécanique la phrase, l'unique phrase relative à l'unique fait qui est reproché à Bernard dans ce dossier. Je parle sous couvert du secret de l'instruction, évidemment.
mais elle le répète sans affect, sans émotion pour une enfant de 3-4 ans, avec des mots qui ne sont pas les siens et qui ne doivent pas être ceux d'un enfant de 3 ans. Donc les magistrats de la Cour ont dit dans ces conditions, c'est très bizarre, certes on doit attendre l'issue de la procédure pénale, mais dans l'attente, Bernard doit voir ses enfants un week-end sur deux de façon classique. Et vous les voyez seuls? Alors, Oui, je les sans vois, contrôle. Je les vois, Donc ce qui est quand même un signe. Oui, ce qui est une avancée. Ce qui est une avancée et un signe de ce qui peut être décidé. Parce que je pense que s'il y avait des soupçons et si la justice se disait qu'il y a un risque, on ne vous laisserait pas les voir seuls. Et la Cour d'appel ouvre en disant, certes on attend la décision du juge pénal, mais dans un premier temps déjà un week-end sur deux, et puis après, une fois que le juge pénal l'aura blanchi, ce dont je suis absolument convaincu, eh bien il pourra avoir des droits classiques, c'est-à-dire la moitié des vacances, et peut-être, s'il le souhaite, un transfert de la résidence. Quand même des 6 enfants. ans, 7 ans perdus, quoi. Exactement. C'est ça qui est terrible. Très très long. Et vous le vivez comment aujourd'hui, Bernard? Aujourd'hui, je suis entre ce qui s'est passé au début où j'étais vraiment au fond du trou parce que voilà, il a fallu, enfin, une accusation comme ça, c'est un vrai tsunami, hein, ça vous coupe en deux et ça détruit toutes les valeurs que vous avez, donc vous êtes obligé de vous reconstruire. Aujourd'hui, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, alors ça va paraître bizarre, mais moi ça m'a donné une force que je n'aurais peut-être pas eu si je n'avais pas eu cette accusation-là. Et je le vis bien parce que je vois ma fille. Je vois mon fils, je vois les deux grands frères qui, voilà, ils se voient ensemble. Et ma fille me dit des choses que, voilà, peut-être qu'elle ne m'aurait jamais dit s'il n'y avait pas eu cette histoire incroyable. Ouais, on attend le verdict final. Tout à fait. Maintenant, vous avez raconté votre histoire dans un livre qui s'intitule « J'ai été accusé du pire » qui est paru le 9 octobre dernier aux éditions JDH. Merci Bernard, bon courage pour cette procédure judiciaire. Merci maître, également maître Lampin, d'avoir été avec nous. Donc Crime et